Eh bien, bonjour tout le monde. Vous êtes sacrément nombreux. C'est impressionnant. C'est super. Alors moi, je suis Gaëlle Jones. Je vais essayer de modérer cette table ronde et nos intervenants aujourd'hui. J'imagine que vous savez tous pourquoi on est là. Donc, sur la question de la production du premier court-métrage et sur le travail à penser ensemble, en tout cas à réfléchir ensemble, sur comment développer au mieux, au plus loin, les outils, à quel moment déposer, à quel moment rentrer en production. Et voilà. Je vous propose de se mettre dans un espèce de jeu de rôle. Donc on va partir du projet le moins abouti en allant vers la démarche la plus aboutie. Donc une espèce de logique comme ça. Et je vais donc choisir l'ordre des intervenants en ce sens. Peut-être vous les présenter d'abord. Donc Richard Sidi, qui est le délégué général de la Maison du Film. Ornella Sorrentino, qui est chargée de projet à l'ADAMI. Anne Luto, qui est déléguée générale du GREC. Et Valère Zisman-Singer, qui est donc chef de service adjoint du CNC. Et on va commencer, si vous voulez bien, bizarrement, vous vous êtes mis dans l'ordre, c'est extraordinaire. Alors c'est super. On n'a pas fait exprès. Donc Richard, je veux bien que tu commences pour nous parler un peu de la Maison du Film, des dispositifs et de votre travail. Alors, la Maison du Film, c'est une association qui est ouverte à toutes et à tous. On accompagne tous les métiers du cinéma et on accompagne essentiellement la création cinématographique émergente. Ça veut dire que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, on accompagne les premières créations d'auteurs ou d'autrices, de producteurs, de productrices qui veulent donc faire un premier court-métrage. Mais pas que, puisqu'on s'appelle la Maison du Film, on accompagne aussi le premier long-métrage. Et donc, on a conçu toute une série d'outils, de conseils, de mise en lumière pour accompagner au mieux ces personnes qui veulent faire du court-métrage, qui veulent faire des films. Donc, ce qui est important pour nous, c'est avant tout que les gens soient informés des choses. On a la chance, et j'espère que ça va durer très longtemps, d'être dans un pays qui offre plein d'opportunités pour faire des films, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, nous, à la Maison du Film, on est ouvert à tous les types de cinéma. On parlait tout à l'heure, on a un très beau partenariat avec Le Frénois, qui est une école, un studio des arts contemporains, mais on accompagne aussi des films de genre, des films d'auteur. Donc, on propose des informations au travers de 2 ateliers qui sont accessibles à plein de gens puisqu'ils sont en distanciel. Un atelier qui s'appelle « Comprendre le financement d'un court-métrage » où pendant 3 heures, on explique comment aborder un producteur, quelles sont les différentes aides, quelles sont les aides à la production, toutes les aides du CNC, les aides des sociétés de répartition de droits, les aides à l'écriture, etc. pour que les gens ne se heurtent pas à certains écueils quand ils abordent les producteurs parce que c'est trop tôt, parce que ce n'est pas la bonne porte à laquelle ils s'adressent. On a aussi un autre atelier qui s'appelle l'atelier d'orientation scénario, qui en 3 heures donne des conseils de présentation des projets. Qu'est-ce qu'une note d'intention? Qu'est-ce qu'attend une note d'intention? Un synopsis de court-métrage, les spécificités formelles d'écriture d'un scénario, le CV, comment le présenter. Voilà. Et à la suite de ça, on propose aux auteurs notamment, ou alors aux producteurs ou aux productrices qui financent l'accompagnement d'un auteur ou d'une autrice de court-métrage, un parcours scénario. Et donc, ce parcours scénario, l'intérêt, c'est justement de ne pas formater les choses. C'est-à-dire qu'il y a 8 regards différents pendant une année qui se posent sur un projet de court-métrage. Donc, on ne fait pas de sélection. Enfin, on fait juste une sélection sur la base d'une présentation d'une version lisible, étant donné qu'on a donné pas mal de conseils dans le cadre de l'atelier d'orientation scénario. Dès lors qu'on peut se prononcer au niveau de la qualité artistique du projet, eh bien on peut accompagner par ce parcours scénario où vous aurez le regard d'un premier consultant scénario, ensuite vous partez en réécriture, ensuite on vous propose un comité d'auteurs ou d'autres auteurs comme vous qui sont dans le parcours scénario, vous lisent et vous donnent un retour, ensuite on repasse à un deuxième retour avec un deuxième consultant différent, une consultante en l'occurrence de scénario, pour avoir un deuxième regard, ensuite la personne retravaille et présente à un comité professionnel où des professionnels du cinéma lisent le scénario, 3 regards différents. Et on termine
soit au bout de 6 mois, au bout de 9 mois ou au bout d'1 an, parce qu'on a 1 an pour faire ce parcours scénario, par le regard d'un troisième consultant. Jusqu'à présent, c'était moi. Moi, en ce moment, on est en réorganisation. Je n'ai plus le temps de me consacrer à la lecture de scénario. Je fais d'autres choses, mais je vais reprendre sans doute les lectures à partir de l'été. Et on boucle cet accompagnement en se disant, bon voilà, est-ce que le projet est susceptible d'être mis en production ou est-ce qu'il faut retravailler? Est-ce qu'il faut aller en résidence, etc. À l'issue de ce travail-là, on propose des aides en industrie et notamment une aide pour les gens qui ont fait le parcours scénario qui s'appelle le label scénario, qui commence à être bien connu maintenant, qui est une dotation d'industrie grâce au partenariat qu'on a avec les industries techniques d'une hauteur de 38 000 € pour financer la production d'un premier court-métrage. Voilà. Et sinon, on propose aussi une résidence de musique de film, trio, où on met en lumière, on fait rencontrer des compositeurs, compositrices, des producteurs, des productrices. Et puis, on a d'autres types d'accompagnement ou de mise en lumière. Je ne vais pas détailler ici. Aussi le label production. Tout à fait. Alors là, le label production émergente, c'est pour des sociétés de production qui ont fait 2 ou 3 courts-métrages, qui ont pu faire un travail de financement sur ces films, de diffusion sur ces films, et une dotation d'un montant équivalent, 38 000 € est octroyée au producteur ou à la productrice pour financer la production d'un prochain projet. Parmi les lauréats et lauréates de ce label production, il y a toute la jeune génération des producteurs qu'on connaît maintenant. Insolence Production l'a eu, les films Grand 8, les films Norfolk qui viennent d'obtenir il y a 2 ans la Palme d'Or du court-métrage. Voilà, toute cette génération à Punchline Cinéma qui était nominé au César ont eu le label Production émergente. Voilà. Pour tout ce qui est de l'ordre des choses plus pratiques et concrètes, date limite, dépôt, règlement, il y a un site internet forcément. Il y a un site internet et on accompagne les projets tout au long de l'année. L'adhésion, elle court d'1 année, de date à date. Donc on peut commencer... C'est une logique d'association, on l'a pas dit, donc c'est une association, donc il faut devenir adhérent, devenez membre adhérent de la maison. Et ensuite, on peut vous accompagner et vous proposer tout ça. Donc tout l'accompagnement et les formations se font en distanciel. Et sinon, on développe beaucoup d'actions en présentiel, notamment on a un micro ouvert où c'est un after-work où les gens peuvent se présenter pour nouer des collaborations et autour d'un verre se rencontrer. On a les collabs aussi qu'on organise périodiquement avec des festivals. Ça permet à des auteurs qu'on a accompagnés de faire des speed meetings pour rencontrer d'autres partenaires dans le monde du cinéma, mais aussi on a un partenariat dans le cadre de la grande journée. Je vous invite tous à venir le 30 juin, la journée des labels, où là, justement, les gens qui ont fini un parcours scénario peuvent rencontrer des productrices et des producteurs, adhérents du SPI ou adhérents de la FJPI pour concrétiser leur projet. Et plein d'autres choses. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Richard. On va maintenant aborder un dispositif que moi je ne connaissais pas, pour tout vous dire, donc je découvre. Ornella va nous parler un peu des aides proposées par l'ADAMI. Peut-être dire ce que c'est que l'ADAMI en préalable. Oui. Alors l'ADAMI, c'est ADAMI, et en fait on est un OGC, ça veut dire un organisme de gestion collectif. Et très concrètement et très rapidement surtout, on existe pour gérer des droits complémentaires que les artistes-interprètes peuvent percevoir. Donc nous, on aime bien dire qu'on est la maison des artistes-interprètes. Et quand on parle d'artistes-interprètes, ça veut dire musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes, marionnettistes, circassiens. Donc vraiment, on essaye de représenter tous les artistes-interprètes. Et la volonté de l'ADAMI, c'est donc bien sûr de redistribuer certains types de droits. En fait, on a cette obligation qui est de redistribuer des droits, notamment les droits qui sont liés à la rémunération équitable et la rémunération pour copie privée. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez qu'on s'en parle, on pourra en parler plus tard. Et donc, les missions de l'ADAMI sont de gérer ces droits. Gérer ces droits qui sont liés en fait à des artistes-interprètes qui vont avoir leur interprétation enregistrée et qui est ensuite diffusée soit sur des chaînes de TV, soit à la radio. Et en fait, c'est ça qu'on gère à l'ADAMI, c'est ces droits-là, et c'est la loi française qui nous permet de gérer ce type de droits. Donc ça, c'est la première mission. Ensuite, on a une mission qui est de défendre les artistes-interprètes. Défendre les artistes-interprètes, pour nous, c'est pas anodin. Ça veut dire que, vous le voyez tous et toutes, l'intelligence artificielle pose de vraies questions, par exemple,
Et on se bat pour faire en sorte que les pouvoirs publics réfléchissent à des lois ou à des contours beaucoup plus clairs pour que les artistes-interprètes puissent avoir des droits complémentaires liés à l'utilisation de leur interprétation, par exemple, par l'intelligence artificielle. Ça, c'est un des combats qu'on mène. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, les plateformes de streaming posent beaucoup de questions sur justement cette rémunération complémentaire qui n'est pas versée aux artistes, et les plateformes de streaming refusent de donner cette fameuse rémunération complémentaire qui doit être donnée à des artistes-interprètes. Ben, on essaye de les rencontrer, ce qui n'est pas toujours facile, pour faire en sorte que les droits des artistes-interprètes évoluent. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et notre troisième mission, c'est de verser des aides financières à des artistes-interprètes ou à des structures. En fait, à l'ADAMI, on a deux types d'aides. Des aides simplifiées ou des aides qu'on appelle sélectives. Les aides simplifiées, ce sont des aides que l'on va octroyer à des structures. Donc quand je parle de structures, ça va être toutes ces structures qui vont accompagner du spectacle vivant, donc des spectacles, qui vont accompagner de la danse, du théâtre, etc. Et on a aussi des aides donc sélectives qui sont là accordées à des artistes-interprètes qui vont être à l'initiative de leur projet. Donc voilà ce qu'on fait à l'ADAMI de manière vraiment très résumée et très rapide. Et oui. Peut-être préciser du coup donc, sur les aides cinéma et sur les fameux soutiens bourse première fois. Et... Oui. Et moi aussi, je voulais répondre à la petite question qui était à quel moment il faut venir à l'ADAMI quand on est un artiste-interprète ou quand on a un projet. L'idée, c'est que quand vous êtes artiste-interprète, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous veniez avant qu'une production ne vous accompagne. On a essayé de réfléchir nos aides pour être un peu en complément de ce qui existe. Et ce qu'on a voulu faire, c'était aider des artistes tout seuls et toutes seules, avant que quelqu'un ne soit là pour les accompagner. Eh bien, on souhaite que l'ADAMI soit cet élément qui vous aide à développer votre projet. Donc, le bon moment pour venir à l'ADAMI pour demander une aide sélective quand on est artiste-interprète, c'est quand vous êtes tout seul. Ce qui est intéressant pour nous, vous allez le voir, donc on a deux aides différentes. On a donc la bourse première fois. La bourse première fois audiovisuelle va venir accompagner un ou une artiste qui est artiste-interprète dans son projet. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le rôle principal. Vous pouvez vraiment avoir un tout petit rôle parce qu'on sait que quand on veut réaliser un premier projet, c'est un vrai sujet, surtout si on veut réaliser. Et on vient donc accompagner un premier projet de fiction, que ce soit un court-métrage, une vidéo danse, parce qu'on aide aussi donc les projets de danse, ou de séries de fiction. Et quand on parle de premier projet, pour nous, ce qui est important, c'est que vous n'ayez jamais créé de court-métrage de fiction ou d'autres projets audiovisuels de fiction de manière professionnelle. Vous pouvez bien sûr avoir fait des courts-métrages d'école pendant des formations. Pour nous, ce n'est pas considéré comme des projets qu'on dit professionnels. On vous demande, donc je vous l'ai dit, d'être artiste-interprète dans le projet. On vous demande d'être à l'initiative du projet, de ne pas avoir de production, de ne pas avoir de date de tournage et donc vraiment d'en être au tout début. Tout début, balbutiement, développement. On va regarder que vous ayez donc une intention quand même qui est claire. On va s'attarder sur le côté artistique de votre projet et on va aussi s'attarder sur le fait de savoir si vous avez de l'entourage qui va vous permettre de développer votre projet. Voilà ce que c'est la bourse première fois de manière assez rapide. Et dernière petite chose concernant les conditions de cette aide, c'est ouvert aux artistes-interprètes qui ont au moins 5 cachets en tant qu'artiste-interprète sur les 2 dernières années. Voilà. Je peux enchaîner sur l'ADAMI déclencheur ? Bien sûr. Très complémentaire, je me permets, c'est très complémentaire parce que vous disiez, tu disais que c'est aussi des gens qui n'ont pas de réseau ou qui ont du réseau. La maison du film, elle, est une maison de réseau et permet à tout le monde de trouver aussi des techniciens et des collaborations. Donc c'est, quand on est au stade sans producteur, très en amont, ce sont deux façons d'accéder à des aides, mais aussi à des lieux de rencontre. Et du coup, l'autre aide que l'on a, ça s'appelle ADAMI déclencheur audiovisuel. Là, c'est vraiment l'idée d'accompagner un ou une artiste qui a quand même un peu plus d'expérience que pour la première fois. C'est-à-dire qu'on va regarder sur votre CV en tant qu'artiste-interprète si vous avez déjà été assistant réalisatrice par exemple, si vous avez déjà coécrit certains scénarios. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que vous allez développer un projet qui va être
singulier, significatif dans votre carrière. L'ADAMI déclencheur, au contraire de la bourse première fois, qui est un montant financier qui peut atteindre jusqu'à 5 000 €, est un dispositif d'aide où vous pouvez avoir 3 aides financières. Ce n'est pas du tout la même chose et pour nous, ce n'est pas le même niveau d'accompagnement. ADAMI déclencheur, c'est donc pour des artistes qui sont associés de l'ADAMI. Ça veut dire que vous avez pris une part sociale de l'ADAMI. Ça veut dire payer 15 € pour toute votre vie pour être associé de l'ADAMI et ensuite pouvoir voter, par exemple, lors des assemblées, etc. Et donc, vous devez donc être associé, avoir perçu au moins 1 500 € de droits que nous gérons. Vous vous souvenez, au tout début, je vous expliquais très rapidement quel type de droits on gérait. Ben voilà, il faut que vous ayez au moins reçu 1 500 € de ces droits-là. Vous devez être aussi artiste-interprète dans le projet, à l'initiative de projet, et vous vous rappelez, pas de production, pas de date de tournage, et être tout seul et toute seule. Vraiment, là encore une fois, c'est l'idée d'être seul. Si je devais répondre à une question qui est quelle est la différence entre les 2 aides, vous l'avez vu, c'est déjà le montant. C'est pas du tout pareil. Avec la bourse, vous n'avez que 5 000 €, ce qui est déjà bien, mais que 5 000 € pour le remboursement de frais que vous auriez en tant qu'artiste qui a envie de développer son projet. ADAMI déclencheur, c'est une bourse plus 2 autres aides financières qui pourraient être accordées à une structure de production que vous auriez réussi à aller démarcher. La différence aussi, c'est que la bourse première fois est pour tous, alors que la bourse déclencheur est réservée aux adhérents, on ne dit pas adhérents. On dit associés. On dit associés, aux associés de l'ADAMI. Et dans tous les cas, il faut jouer dans son propre projet. Oui, c'est ça. Très bien. Anne, alors après, une fois qu'on en est là, une fois qu'on a bien développé nos projets, qu'on a tout écrit, qu'on a été très bien accompagné dans cette phase-là, se pose la question de trouver un producteur et ou d'entrer en production, en tout cas d'imaginer d'entrer en production. Le grec est une opportunité à ce stade-là. Donc Anne, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le grec, bien sûr, mais aussi à quel moment vous accueillez les projets, à quelle étape, à quel moment ça arrive chez vous. Alors, le GREC, c'est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques qui existe depuis longtemps maintenant. Il a été créé en 1969. Et l'histoire du GREC, c'est en fait de permettre à qui le souhaite de faire son premier film. Il a été pensé et créé comme ça, ce lieu. Donc, son premier court-métrage. Depuis ce moment-là, soutenu par le CNC, le GREC continue d'aider des premiers courts-métrages. Il est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation avant de pouvoir postuler au GREC. Et on produit aussi bien des fictions, des documentaires, des essais, des films expérimentaux, toutes les sortes de films. C'est ça aussi l'idée de cet endroit. L'idée aussi, c'est de permettre justement à des gens qui sont seuls, qui ont peut-être fait des films autoproduits avant ou des films d'école, d'arriver là sans producteur, bien sûr, puisque c'est un premier film et que le producteur sera le GREC. Et c'est de les accompagner du tout début à la toute fin. Donc ça veut dire depuis le scénario jusqu'à la diffusion. Et il y a différentes manières de postuler au GREC, de pouvoir faire son premier film avec le GREC, soit à partir du scénario, soit à partir des rushs. On a décidé de créer cette commission qu'on appelle GREC Rush, qui permet aussi d'aider à partir d'images tournées, en se disant que c'était une manière de faire aujourd'hui, qui n'est pas la même qu'en 69, quand on tournait uniquement en pellicule, et qui permet à des gens qui n'ont pas forcément envie d'écrire, qui ont l'habitude de tourner beaucoup, tout le temps, et d'essayer des choses en tournant, de postuler à un endroit qui va les aider à finaliser leur film. C'est-à-dire que pour GREC Rush, il faut envoyer 7 minutes de rush, il faut envoyer une note qui n'est pas une note d'intention, mais simplement une note de présentation du projet et un CV. Et à partir de là, on va aider à la finalisation du film. Ça veut dire toutes les étapes de post-production, mais en les accompagnant à chaque fois avec des intervenants professionnels. Pour l'aide sur scénario, on a 11 commissions par an. Pour être global, il y a à peu près 600 projets, entre 500 et 600 projets déposés chaque année. Et on produit une quinzaine de films. Donc les commissions sur scénario, donc c'est des commissions de professionnels qui vont choisir le projet. Ensuite, on les reçoit en production, on fait retravailler le scénario autant que c'est nécessaire et en accord avec évidemment le réalisateur ou la réalisatrice. Ensuite, on va aider à l'établissement du devis, à la mise en place du tournage avec des prestataires. Depuis le temps que le GREC existe, on est très proche d'un certain nombre de prestataires, donc on bénéficie de remises importantes. C'est entre 50 et 80% en général d'aide sur les devis. Les équipes sont formées soit avec des techniciens avec lesquels les réalisatrices et les réalisateurs ont déjà travaillé, ils ont envie de continuer à travailler avec eux
et on les accueille, ou au contraire, ils viennent chercher au grec des nouvelles personnes, des nouveaux techniciens ou techniciennes avec qui ils ont envie de travailler et qu'on leur propose, parce que là aussi, on a travaillé avec un certain nombre de gens depuis longtemps ou récemment, et donc des nouvelles équipes se forment. Ça, c'est tout le moment du tournage. Et ensuite, il y a le moment du montage, et là, on fait entre 3, 4, ça dépend des projets, ce qu'on appelle retour-montage pour chaque film. Les retours-montages, c'est chaque fois 2-3 heures, hein, avec nous, avec l'équipe du grec, enfin, ceux qui suivent le projet et moi à chaque fois. Voilà, on fait ces retours-montages, et puis ensuite, il y a toute l'étape de diffusion. Il y a une personne au grec qui est chargée de la diffusion. Les films sont inscrits en festival par les réalisatrices et les réalisateurs. On en produit trop pour pouvoir le faire nous. Mais une fois qu'un film est retenu en festival, à ce moment-là, tout le travail avec le festival est fait par la chargée de diffusion, avec l'échange avec les festivals, les fichiers envoyés, etc. Et on a mis en place aussi un certain nombre de partenariats avec des salles de cinéma à Paris, à Marseille, enfin dans différents endroits, pour permettre aussi à des films d'être vus. On sait que c'est de plus en plus dur d'être pris dans les festivals. Là aussi, il y a de plus en plus de demandes. Donc, on a envie de permettre à des films qui ne sont pas forcément pris en festival de pouvoir aussi être vus autrement après leur temps de vie en festival, une fois que le temps de vie en festival est passé. Donc là, il y a ces opportunités de projection en salle. Là, ça, c'est toute la partie production. Après, on a développé des ateliers. Je ne vais peut-être pas être trop en détail sur ces ateliers, mais juste tout est sur le site aussi, mais ces ateliers de formation, on en fait 6 par an. Ils sont de 1 à 2 semaines et c'est chaque fois encadré par des professionnels scénaristes, réalisateurs, monteurs, producteurs, avec aussi, pareil, l'idée de permettre à des gens de développer leur premier film à l'étape du scénario ou à l'étape de montage ou à l'étape de mise en scène. Il y a différentes sortes d'ateliers et avec des entretiens à la fois individuels et collectifs au cours de ces ateliers. Voilà en gros. Merci beaucoup. On reviendra après. Je vous re-questionnerai sur d'autres endroits, mais on va d'abord écouter Valère. Donc au niveau du CNC, sur les aides avant réalisation, donc premier collège, on dit premier collège aussi, sur les premiers films et sur le dispositif, sur ce qui est possible pour les premiers films au CNC. Présenter le CNC en 2 mots peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit utile, mais dans le doute. Oui, le CNC, donc, c'est l'organisme sous tutelle de l'État en charge de la politique de l'État en matière de cinéma et d'image animée, avec des missions à 360 degrés, en création, en diffusion, en sauvegarde du patrimoine et en négociation avec les collectivités territoriales. Vous avez eu pour certains une présentation des principales aides CNC ce matin. Il faut savoir que le CNC, c'est le premier financeur du court-métrage en France. C'est 15 millions d'aides à la création, développement, production. Et par ailleurs, on accompagne et on soutient des structures comme la Maison du Film, le Grec, l'Agence du court-métrage, des festivals, la Fête du court-métrage. Donc tout un écosystème. Puisque là, on parle de premier film, le dispositif le plus connu, mais en réalité, c'est pas le seul pour l'émergence, c'est l'aide avant réalisation premier film, acronyme AVR1, qui est un collège qu'on a créé en 2022. Avant, les premiers films étaient dans le grand bain, tous les courts-métrages, avec des 2e, des 3e, des 10e films. Et donc, pour éviter une mise en concurrence trop rude des projets émergents, on a créé un collège dédié aux premières œuvres. Vous avez ce même système à l'avance sur recette côté long-métrage, à l'aide au cinéma du monde. Et donc, victime de son succès, le dispositif a énormément de dépôts. En 2025, on a eu 684 dossiers déposés. Préciser que tu peux déposer avec ou sans producteur. On peut déposer avec ou sans producteur. On déconseille quand même de déposer sans producteur. Dans les faits, on n'a aucun réalisateur qui a été aidé sans producteur sur les dernières années. Aussi parce que le producteur, c'est un métier, donc il accompagne le projet. C'est pas simplement savoir faire un dossier CNC, mais c'est aussi aider à la réécriture, présenter le film en d'autres termes. Et nous, on est quand même attentifs à la relation réalisateur-producteur en amont du dépôt. C'est pour ça qu'on encourage vraiment les réalisateurs à prendre le temps avant de déposer au CNC, sachant que vous n'avez que 2 chances, 2 cartouches. Le projet peut être examiné 2 fois par le comité de lecture. Et donc, c'est important de confronter son scénario à d'autres regards, d'aller en festival, de rencontrer des gens. Aussi parce que ce qui peut pêcher parfois dans un premier film, c'est, au-delà du seul scénario, les intentions de cinéma, de mise en scène, de direction d'acteurs. Donc tout ça, voilà, ça se réfléchit et c'est aussi souvent fécond d'échanger avec un producteur émergent, sachant qu'en court-métrage, il n'y a pas de minimum de capital social imposé à la différence du long.
pour déposer une aide au CNC. Donc un réalisateur peut tout à fait, et on l'observe beaucoup, créer une société de production pour déposer. Là aussi, on le déconseille, puisque producteur, c'est une expertise particulière. Et que donc on a eu 684 dossiers l'année dernière. On a aidé 23 premiers films sur le collège AVR 1. Je vous rassure, on peut aider des premiers films et des gestes émergents sur d'autres dispositifs, sur d'autres aides courts-métrages qui ont été présentés ce matin, l'aide audiovisuelle, l'aide après réalisation, sur des fonds dédiés aux documentaires, à l'animation, ou des fonds transverses comme le Fonds Image de la Diversité. Mais voilà, on observe quand même une hausse des dépôts, mais je crois qu'on n'est pas les seuls, ce qui fait qu'on a dû imposer un numerus clausus, parce qu'on n'est pas capable de faire lire au comité de lecture chargé de l'examen des dossiers plus de 80 projets de fiction tous les 2 mois. Donc voilà, le grand conseil, ce serait de prendre le temps et de se dire que l'aide avant réalisation, c'est une option parmi d'autres pour réaliser, financer son premier film. Mais voilà, toutes les aides qui vous ont été présentées ce matin servent aussi à montrer que le CNC accompagne la filière autre part que sur les grands dispositifs les plus courtisés. Oui, le site du CNC est extrêmement bien fait, très précis. Vous avez des aides à toutes les étapes, hein, vraiment de l'écriture, réécriture, développement renforcé, production, enfin bref, ça vaut la peine de creuser cet organisme si vous ne l'avez pas déjà fait. Oui, juste préciser que c'est bien une aide à la production et donc vous, en tant que réalisateur, réalisatrice, le projet tel que vous le soumettez au CNC, théoriquement, est prêt à partir en tournage. Donc n'envoyez pas une version de travail pour avis du CNC, parce que d'une part, ça va engorger le comité, d'autre part, vous allez perdre une chance d'être aidé in fine. C'est une aide à la production aussi. Ça a été pensé comme ça il y a très longtemps pour structurer l'écosystème du court-métrage avec aujourd'hui, et c'est le cas, une filière de producteurs qui produisent très régulièrement du court et qui accompagnent l'émergence. Autre chose, c'est qu'on a développé depuis quelques années des aides un peu complémentaires, partant du principe qu'on ne pouvait pas aider tout le monde. La commission plénière ou le comité de lecture peut attribuer au projet, s'il y a un potentiel, s'il y a une envie, mais si le scénario gagnerait à être travaillé, une bourse de résidence pour le réalisateur. Et donc là, le réalisateur qui est titulaire d'une bourse choisit son lieu de résidence en lien avec la chargée de mission du CNC. Il retravaille le projet en résidence avec une aide de 1 000 €. Et ensuite, il revient présenter le projet au CNC. On a aussi des aides à la réécriture versées aux producteurs. Et troisième option, l'un des membres de la commission plénière peut se présenter pour être tuteur sur le projet et accompagner le réalisateur ou la réalisatrice sur 3 sessions de travail avant un nouveau dépôt au CNC. Oui, ce qui est tout à fait, ce qui est assez nouveau, donc d'imaginer d'autres étapes que uniquement un refus brut, sachant quand même que tous ces dispositifs ne garantissent pas que vous serez soutenu au dépôt d'après quand même, hein. Le travail doit être fait. C'était un peu l'idée aussi aujourd'hui, quand même pas uniquement de présenter ces aides, mais c'était aussi soulever, en tout cas attirer votre attention, notre attention sur la grande quantité de demandes pour chacune des structures qui sont ici ou d'autres. Et donc d'insister sur la qualité du travail et sur le travail à fournir en amont et sur la tendance à la précipitation et à l'impatience que je connais bien en tant que productrice chez les réalisateurs et chez les auteurs en général, qui est, comme on dit toujours, l'impatience n'est pas très bonne conseillère et il faut tenter de travailler au mieux puisque, comme vous avez entendu, quand même le taux de films soutenus est très faible par rapport au nombre de dossiers déposés. Donc l'idée, c'était aussi d'insister un peu là-dessus par des dispositifs. Alors la Maison du Film, c'est un bon exemple parce que c'est plutôt, alors là vraiment on est très tôt, on est plutôt dans l'accompagnement et dans la formation. Je ne sais pas quels sont les critères pour accéder à ces différents dispositifs, Richard. Il y en a pas, c'est le travail. Voilà, donc dès lors que le travail est lisible, on accompagne, quel que soit, on accompagne des gens qui vont de 18 à 75 ans, hommes, femmes, genre, enfin, voilà, tout type de projet. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment très ouvert et ça permet de déblayer quand même les premières étapes avant d'aller voir d'autres partenaires ou d'autres financeurs.
Bon, de la même manière, sur cette aide de l'ADAMI récente, c'est comme 100 producteurs, donc c'est très clair, hein, ça veut dire que c'est très tôt. Mais il faut quand même être dans la logique de l'artiste-interprète. Pour ce qui est du grec ou du CNC, et aussi des régions qui ne sont pas représentées aujourd'hui, mais je vous le dis quand même, dans les régions françaises, pas toutes, je vous invite à aller voir sur les sites de chacune, mais la plupart d'entre elles ont quand même des dispositifs type bourse première œuvre, premier film, talent émergent, etc. Donc on peut trouver comme ça dans les régions de France aussi, Talent en cours. Si tant est que vous ayez un lien avec le territoire en question de fait, hein, que ce soit un lien en tant qu'auteur ou le producteur ou le sujet ou le tournage sur place. Mais c'est intéressant aussi d'aller voir là ce qui se passe. Les problématiques sont les mêmes sur la qualité des outils et sur ce qu'on est en train de se dire, sur la quantité de demandes de dossiers reçus et le peu d'élus. Donc sur le fait de vraiment travailler sur vos outils. Peut-être on peut un peu rebondir là-dessus. Peut-être vous voulez insister un peu sur ces... Oui, en tout cas, par rapport à ce qui est déposé au grec, moi, ce que je peux dire, c'est que, à la fois, évidemment, la qualité du scénario et, en tout cas, le fait qu'il soit travaillé jusqu'au bout et pas une première étape de travail, c'est essentiel. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de dépôts, donc c'est important d'avoir une qualité, une avancée du scénario. Mais c'est important aussi, cette fameuse note d'intention, qui est tellement compliquée à faire, qu'elle soit vraiment proche de ce que vous voulez faire, à la fois d'où vient l'idée du projet, d'où ce qu'est ce projet par rapport à vous, mais aussi comment vous voulez le développer. En tout cas, je parle pour le grec. Hein, comment vous voulez le développer et faire du cinéma. Ça veut dire donner des éléments de cinéma qui ne sont pas seulement... Comme je parlais d'une histoire très intime, je vais mettre que des gros plans. Il faut que ce soit vraiment beaucoup plus travaillé et réfléchi. Et surtout qu'il y ait vraiment un lien, une adéquation très forte entre le scénario et la note d'intention. Parce que c'est vraiment une chose qui est très souvent remarquée dans nos commissions, qui est des lecteurs qui disent la note d'intention est passionnante et je ne l'ai pas retrouvée dans le scénario. Ou à l'inverse, il y a un scénario qui est intéressant, qui est bien développé, mais en revanche, je ne vois pas le rapport avec la note d'intention. Donc je crois que c'est vraiment important de réfléchir à ça à la fois pour vous, parce que ça vous permet de savoir exactement le film que vous voulez faire, en tout cas d'essayer de commencer à y réfléchir vraiment. Mais c'est important aussi pour les lecteurs qui vont arriver à mieux cerner le sujet et le projet et la recherche voulue dans un projet de premier film, si des éléments concrets sont donnés dans la note d'intention qu'on peut retrouver dans le scénario et vice-versa, quoi. D'ailleurs, on parle toujours de note d'intention, mais on devrait pouvoir quasiment le découper en deux, en tout cas, moi en tant que productrice, mais note d'intention de l'auteur et note d'intention du réalisateur. C'est soit la même personne, en France, majoritairement, c'est la même personne, mais pas que. Vous pouvez aussi travailler avec des scénaristes, mais il y a souvent une confusion entre la genèse, le désir et pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Donc la note de l'auteur, d'où vient l'objet, l'histoire, le récit, ou en tout cas la proposition, et la note de réalisation, quelle forme ça va prendre, et c'est là où il faut faire entrer du cinéma, il faut travailler sur les questions de mise en scène. C'est toujours, je trouve, là je parle en mon nom, mais c'est quand même toujours là-dessus, dans les dossiers que je peux voir, que c'est beaucoup plus fragile et que c'est beaucoup moins travaillé, c'est moins pensé. Pas facile de passer par les mots pour parler de mise en scène, mais malgré tout, il faut le faire. Donc oui, effectivement, pour aboutir à des notes d'intention qui sont souvent redoutées par les auteurs, hein, c'est vraiment ce qui leur pose problème. C'est important, avant de se confronter à des lecteurs qui vont dire s'ils aident ou pas le projet, à des regards extérieurs. Et nous, à la Maison du Film, on essaye de proposer ces regards-là, tant de consultants scénario que de professionnels du cinéma. Voilà, pour que vraiment l'auteur ou l'autrice puisse se faire sa propre opinion et de voir quelles sont les intentions qui passent, qui ne passent pas, comment on peut réagencer les choses avant de se confronter à ces commissions très sélectives. Et peut-être pour compléter, à l'ADEMI, face à ce grand nombre de demandes, on a voulu mettre sur notre site internet ce qu'on appelle la grille d'appréciation, qui est en fait la grille sur laquelle chaque membre de commission s'appuie pour choisir ou pas un projet. Donc ça peut aussi vous aider quand vous allez faire vos dossiers, de voir si vous pouvez répondre à certains aspects, tirer des fils pour essayer de faire comprendre aux membres de la commission que votre projet peut correspondre à ce que nous recherchons. Oui, dans la même logique, il y a au CNC, je crois, une réunion d'information. Oui, il y a deux choses qu'on a mises en place
Et il y a le bureau des auteurs. Vous avez beaucoup d'outils sur les pages du CNC à destination des réalisateurs émergents. Avant un dépôt à l'AVR1 pour tout premier film, le réalisateur doit suivre une réunion en ligne d'1 heure qui s'appelle la réunion premier dépôt, et les équipes du CNC reviennent. Vous avez différents intervenants, le GREC, la maison du film, qui expliquent un peu le panorama, tout ce qui peut se faire en amont du dépôt au CNC, avec des outils. Vous avez le règlement et voilà un peu le périmètre de dépôt sur la VR1. Il y a une autre page, l'une des pages les plus consultées du CNC, c'est la scénariothèque. La scénariothèque, ce sont des dossiers de lauréats de l'aide avant réalisation. Des aides d'ailleurs, si je peux me permettre. Ouais, vous avez sur beaucoup, vous avez ça sur le long métrage, sur l'animation, le documentaire, l'expérimental. Ce sont des scénarios qui ont passé l'étape CNC, qui ont été aidés. Donc vous avez le dossier complet avec scénario, note de réalisation, intention, note de production aussi. Et ça, c'est un outil qui vous donne d'abord une idée de la grande diversité des projets qui peuvent être aidés sur les dispositifs, et puis un petit peu une idée des attendus, vous, déposants, de ce que c'est qu'un dossier pour le CNC. En tout cas, le niveau de maturité attendu. Et vous avez par ailleurs le guide de l'accompagnement qui est réactualisé chaque année et qui recense toutes les résidences et structures d'accompagnement des réalisateurs, entre autres. Oui, j'avais une question à poser parce que là, dernièrement, j'ai eu une autrice qui m'a dit qu'elle avait présenté un projet à l'aide avant réalisation. Alors, je ne sais pas si c'est la VR1 ou la VR2. Et elle m'a dit que le projet n'avait pas été accepté. Elle est revenue quelques temps avec une productrice et il lui était impossible de présenter le projet. C'est possible. C'était à la VR2 peut-être plutôt, parce que là, tu avais l'air de dire que C'était la VR1, impossible. oui, elle ne pouvait plus représenter 2 fois le projet. J'ai posé 2 fois le projet. Le projet peut être examiné 2 fois au stade des comités de lecture, et vous savez, c'est en 2 étapes, comité de lecture. Si vous passez le comité de lecture, commission plénière. Le projet ne peut faire que 4 étapes en tout. 2 au niveau des comités de lecture, 2 au niveau de la commission plénière, donc 4. Ce qui est long et pas long, hein. Vous avez des... on entend aussi de la part des représentants des réalisateurs parfois une forme d'épuisement quand le projet reçoit souvent ce qu'on appelle un PSR, l'acronyme de peut se représenter, c'est-à-dire que le projet écope d'un refus avec une possibilité de redépôt. Souvent c'est assorti de remarques, de retours du comité de lecture ou de la commission, et donc le réalisateur réécrit peut très bien ne pas être aidé au bout de ce 2e passage. Donc, on évite de donner des PSR qui peuvent se représenter de façon automatique. Et là, on lui avait dit non. On avait dû lui dire un non définitif. Non. Ah, définitif. C'est possible. Parce qu'avant, à une époque, on pouvait représenter, quand on avait par exemple l'aide d'une région ou un préachat, on pouvait représenter. Ouais, on a un petit peu, on a un petit peu durci les critères. Un 2e dépôt ou pas, hein, c'est la commission. On peut déposer 2 fois, mais si tant est que vous ayez été autorisé à le faire. Voilà. Donc ça, c'est à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent, sont producteurs au CNC, on leur dit non, c'est définitif, ça sera terminé. Donc aller trouver un producteur en lui disant désolé, mais je ne pourrais pas représenter au CNC, le producteur est un petit peu moins motivé pour accompagner le projet. Ouais, on a un petit peu calmé le PSR automatique au niveau des collèges premiers films aussi pour répondre à la hausse des dépôts et au fait qu'on avait un retard croissant sur l'instruction des dossiers. Sachant qu'un refus définitif du CNC, c'est le refus de 3 subjectivités à un moment donné. Ça ne vaut pas avis objectif ou définitif sur le projet. Il faut vraiment aussi... ça peut être aussi le producteur. Oui, ça c'est important de le dire, effectivement, c'est bien que tu dises ça. C'est pas parce que vous êtes refusé à une commission que votre projet est bon pour aller à la poubelle, hein. On est d'accord que chacun doit faire sa vie. Vous pouvez faire des films en dehors de toute forme de dispositif. Il y a 1000 façons de faire des films dans ce pays, sur cette terre. Là, on est en train de parler de structures encadrantes et qui permettent d'accéder à des aides publiques, parapubliques, mais bon... Mais l'idée, c'est de ne pas y aller tout de suite, quoi. C'est un peu un casse-pipe de se précipiter tout de suite au CNC, comme beaucoup de gens qui considèrent, je crois que ça l'est encore, même si vous avez mis en place le comité premier film, on dépose au CNC, c'est la loterie, là. On se dit peut-être qu'on va l'avoir, quoi. Une chance sur... mais c'est un peu... Ça marche pas comme ça, hein. Je peux vous dire que malgré ma longue carrière, je n'ai jamais eu l'aide court-métrage du CNC de ma vie, et croyez-moi, j'en ai produit plein. Donc c'est pas une loterie, c'est aussi une question de forme, d'écriture, et donc tous les films ne sont pas destinés à être soutenus forcément par chaque structure que vous allez rencontrer. Il faut être un peu pertinent. J'en profite pour glisser un mot aux jeunes producteurs s'il y en a.
C'est mon côté productrice, je suis solidaire. Il faut faire attention à vos notes de prod. De la même manière, on parle des notes d'intention. Les notes de production doivent aussi être travaillées et pensées. Il faut prendre le temps. Soyez pas feignants là-dessus. Parce que notamment sur les premiers films, encore plus que jamais sur les premiers films, se souvenir que sur un premier film, on n'a pas les films précédents à montrer. On n'a rien à montrer quand même. Parce que normalement, dans les dossiers, vous avez... la filmographie et du producteur et de l'auteur et du réalisateur, enfin tout ça, ça peut appuyer ou pas, mais en tout cas c'est des outils pour aider. Ce qui nous occupait aujourd'hui, c'est l'objet même de cette table ronde, c'est justement quand on n'a pas tout ça. C'est aussi vrai pour un jeune producteur, s'il n'a pas encore suffisamment produit, qu'il n'a rien à montrer. Donc les notes dont on parle, c'est vraiment pas accessoire, c'est très important de rassurer sur la motivation, le désir partagé, le couple producteur-réalisateur, et la mise en scène et le cinéma qu'on y voit et la confiance qu'on a, puisque le producteur est souvent le premier, enfin le producteur ou le grec ou d'autres structures qui sont là très tôt, on est les premiers à faire confiance. C'est un pari en fait, il y a une prise de risque de fait qu'on prend ensemble, mais les outils sont très très importants. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les empêchements ou sur les restrictions ou les dangers face à vos dispositifs ? Sur la VR1, donc la VR1, c'est un dispositif qui est ouvert aux réalisateurs n'ayant jamais produit de film dans des conditions professionnelles. Si vous avez 1, 2, 3 films d'études dont vous êtes fiers, des autoproductions, des films faits dans le cadre associatif, mettez-les dans le dossier si vous pensez que ça peut servir le projet pour lequel vous sollicitez l'aide. Si vous avez complètement changé d'univers, d'intention de réalisation, ne mettez pas ces réalisations précédentes, mettez-les si vous considérez qu'elles servent le propos et qu'elles pourront maximiser vos chances. Puisque sur la VR1, en définitive, qu'est-ce qu'on a à montrer si ce n'est ces autoproductions ? Par ailleurs... sur la VR1, on aide aussi des réalisateurs. On a eu typiquement Oumnia Anader qui a eu son film d'école à la Cinef à Cannes, qui là en est à son premier film produit, mais qui avait déjà un CV de réalisatrice dans le cadre de ses études. Toutes ces choses-là que vous avez pu faire expérimenter dans le cadre de vos cursus et que vous voulez valoriser dans le cadre d'un dossier, allez-y, puisque ce sera apprécié et ça permettra à la commission d'avoir idée de votre univers de réalisation. Ouais, c'est exactement la même chose pour le grec, avec en plus justement le fait de pouvoir voir des images, donc en effet des liens vers des films que vous avez fait avant, autoproduits, ou simplement des essais que vous avez fait comme ça pour vous, si vous en êtes pas fier, mais enfin si vous en êtes content. C'est vraiment important parce que c'est ce qui départage quelquefois dans les commissions, justement, à des scénarios égaux. Il peut être dit tout d'un coup, est-ce que vous avez vu le lien ? Et en voyant le lien, se dire là, on sent qu'il y a du cinéma, il y a quelqu'un qui sait regarder, qui sait la lumière, qui sait le cadre. Enfin, voilà, et c'est vraiment important. Alors, pour Greg Rush, c'est évidemment ça, puisque c'est sur les images que sont du coup retenus les projets. Mais pour le scénario aussi, c'est vraiment en effet important d'avoir des liens dans la mesure, encore une fois, vous en êtes satisfait. Mais ça départage beaucoup les projets les uns des autres. Et aussi, d'ailleurs, dans ce qu'on perçoit dans les scénarios. Dans certains scénarios, on sent et on se dit, là, il y a de l'image, il y a une manière déjà de regarder, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, quoi. Juste dire quand même pour rassurer d'autres gens dans la salle qu'on peut aussi faire. Moi, j'ai déjà produit des gens qui avaient fait aucune image. Il y a toujours une première fois quand même. Ça existe aussi la toute première fois. Pas sûr d'avoir le CNC tout de suite et tout ça, mais vous avez le droit d'avoir une première fois, quoi, quand même. Et moi, du coup, je voulais rajouter, nous, ce qui nous intéresse aussi, en plus de tout ce qui a été dit, c'est on aime bien aussi avoir des petits pitchs de votre part. En fait, dans les formulaires des Dumb and Dead, on aime bien que vous puissiez nous parler de vos projets. Parce que bien sûr, avoir un dossier, c'est parlant, avoir des images... je veux dire. Filmées. Et vraiment aussi, ce qu'on a envie un peu de vous dire, c'est que très souvent, faire un dossier, c'est administratif, ça peut paraître rébarbatif, mais n'hésitez pas à sortir aussi de la norme. En tout cas, pour nous, à l'ADAMI. Tout ce qui est trop classique, on va les lire, bien sûr, mais si vous voulez faire la différence, osez faire la différence. Vous pouvez sortir un peu du cadre, vous pouvez un peu proposer un dossier différent. Bien sûr, il y a une trame, il y a toujours un certain type de dossier artistique, mais vous pouvez exprimer votre personnalité, la personnalité aussi du projet que vous voulez mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à sortir du cadre. Ça fait souvent la différence. Et moi, on parlait tout à l'heure d'autoprod. Nous, on a développé depuis quelques années un dispositif où on met en lumière tous les 15 jours un film autoproduit.
Ça s'appelle l'Autoprod. Et à l'issue d'une saison, on sélectionne les 10 meilleurs films en interne, qu'on a diffusés dans le cadre de toute l'année. Et il concourt pour une dotation d'industrie d'une valeur de 38 000 €, le label film, qui incite ensuite un producteur à travailler avec le réal du film. Il y a eu des réals comme Valentine Caddy, qui a eu le prix Louis Deluc, qui a été repéré dans ce dispositif, Léo Fontaine, dernièrement aussi Kaïna Lequéré, qui a obtenu un autre prix qu'on met en place pour les premiers longs métrages, qui s'appelle Mon film dans un camion, qui est une dotation d'industrie de 80 000 € pour un premier long métrage. Voilà, donc là aussi, on est vraiment ouvert à l'autoproduction et c'est vrai que de montrer des images d'un film, ça incite des producteurs à venir rencontrer les auteurs et les accompagner sur un autre projet qui sera peut-être plus écrit et qui pourra convaincre des commissions sélectives comme celle-là. Aussi, un petit aparté aussi sur... on a remporté dernièrement le marché de l'aide à l'écriture de la région Île-de-France, où on accompagne des projets. Donc là, c'est intéressant aussi pour les auteurs, parce que quand vous êtes sélectionné dans ce dispositif très sélectif, où là, il y a un numéro explosif, il faut se réveiller à minuit pour déposer à minuit le projet, et bien tout l'accompagnement vous est offert par l'aide à l'écriture de la région Île-de-France, plus une bourse assez conséquente en numéraire, qui va jusqu'à 8 000 €. Premier film uniquement ? Non, pas nécessairement, parce qu'il y a effectivement, ils appellent ce qu'ils appellent des auteurs débutants, mais aussi des auteurs confirmés, donc et pas mal de longs, documentaires, fiction, mais aussi des courts-métrages, mais aussi des films hybrides, voilà. Donc c'est ça sur le site de la... Je connais pas ça. Ouais, c'est une aide à l'écriture de la région Île-de-France. Ouais, c'est intéressant. C'est pas Forté que tu connais bien. Oui, je connais. Un Forté, c'est un autre dispositif, mais vraiment pas connu. Alors, ce qui freine un peu les gens de la fiction, c'est que la région demande aux auteurs de faire des ateliers auprès d'un public éloigné de la... Tu connais ? Oui, oui. Voilà, éloigné du cinéma. Donc, autant les documentaristes sont enclins à faire ça, mais les gens de la fiction, ils ont un petit peu peur de ce type. J'en profite pour vous dire, s'il y a des gens dans la salle qui sont plus du côté plasticien, art plastique, ou sur des formes plus hybrides, pour les outils, là, parce qu'on parlait des outils très précieux qu'il y a sur le site du CNC, vous avez aussi un guide des résidences et d'un côté et des aides financières ou logistiques des artistes sur le site du CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Voilà, pour les gens qui sont sur des formes autres, comme moi. Très bien. Je ne sais pas si on peut ajouter des choses. Je réfléchis à ce que vous pourriez nous dire. Oui, s'il y a d'autres par rapport aux outils, toujours par rapport à ces dossiers, enfin, à ces manières de venir jusqu'à vous, parce qu'en dehors du grec qui a ce fameux dispositif avec des rushs qui est assez extraordinaire parce qu'il est assez unique. Le reste du temps, on est quand même dans le culte du scénario, on ne va pas se mentir, donc c'est quand même des outils qui sont assez formatés dans les formes écrites. Qu'est-ce que vous avez à me dire tous là sur cette tendance très à la mode des moodboards et autres outils ? Ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus. Alors, il y a les moodboards et il y a aussi les pitchs. Les séances de pitching, ça... Oui, dont parlait Ornella à l'instant. Oui. Ouais. Alors, il y a deux types de pitch. Moi, autant... je suis obligé d'être pour, parce que maintenant, ça devient un passage obligé partout, etc. Il y a le pitch vidéo, dont parlait Ornella. D'ailleurs, pour postuler au parcours scénario, on leur demande aussi un pitch vidéo. Ça peut être une bonne façon aussi d'incarner un premier rapport avec un producteur. Voilà, il peut se dire... Bon, on est quand même mieux chez Ornella parce qu'on est forcément artiste-interprète. Ça aide un peu à être un meilleur comédien que quand... Mais on ne demande pas d'être comédien. Ouais, enfin, vraiment, voilà, qu'une personne présente son projet en 2 minutes pour inciter à la lecture. J'ose espérer qu'il y a des producteurs qui peuvent, à la suite d'une vidéo, même pas présenté par un comédien, être plus enclin à lire un scénario. Donc il y a ce pitch vidéo. Après, il y a les séances de pitching, où là, c'est toute une technique. Nous, on met en place des ateliers là-dessus. On participe, on met en place des ateliers, des séances de pitching pour l'aide à l'écriture de la région Île-de-France. Pour le festival Paris Cours de Vent, où on a un dispositif qui s'appelle Développement en cours, où on coach des auteurs pour présenter. Et
il y a pas mal de collaborations. Je sais que certains producteurs et productrices apprécient vraiment de découvrir des projets par ce biais du pitching. Et il y a les fameux moodboards, excuse-moi. Oui, alors là, moi, j'ai une opinion par rapport... Moi, je déteste ça, personnellement. Alors, plus de ça, avec l'IA maintenant, sortent les moodboards de l'IA et c'est juste pas possible, quoi. Enfin, moi, je reconnais ça. Bon, ça vient aussi de la scénariothèque où il y a beaucoup de moodboards. Enfin, il y a un certain nombre de moodboards. C'est très piégeant, je trouve, pour les auteurs. Parce qu'ils vont chercher des images galvaudées qu'on a vues partout, soit des images publicitaires, soit des images de films que tout le monde connaît. Moi, je leur dis, OK, des moodboards, mais allez chercher des images que vous seuls connaissez, des photographes que vous seuls connaissez, voire même... Si vous êtes plasticien, présentez des images et surtout, légendez-les. Comment faut-il lire cette image? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Sinon, on prend que le cliché, quoi. Et le cliché, ah bah tiens, il a pris le film avec Robert De Niro, de machin, donc il n'aura jamais les moyens de faire un film de Scorsese. Quel est le rapport? J'ai lu un film intimiste avec 2 personnages, etc. Qu'est-ce que vous êtes tous d'accord, Casino ou est-ce qu'il y a des gens qui défendent le moodboard à cette table? En tout cas, moi, je suis d'accord avec Richard parce qu'on remarque aussi qu'il y a des espèces de modes. Donc, on a des moments où on a des toiles de Hopper, par exemple, dans tous les moodboards. Alors là, voilà, on a des périodes Hopper, on a des périodes... Donc, c'est essentiel que ce soit des images, en effet, vraiment très, très liées à chacun et au projet et à ce que chacun... Et puis, ça peut être toutes sortes de choses, mais ça peut être aussi des repérages. Même si ce n'est pas vraiment les repérages du film, en tout cas, de donner des cadres, des atmosphères, des lieux, des lumières. Ça, par contre, c'est essentiel parce que ça permet, comme on disait depuis tout à l'heure, ça permet de voir de l'image, quoi. Et donc, de se dire, voilà, comment cette personne-là va mettre en scène, comment elle regarde, qu'est-ce qu'elle donne à voir. Donc ça, c'est essentiel. Mais voilà, en ça peut être intéressant, le moodboard, mais en effet, de se retrouver avec des images qui deviennent clichés, ça sert à rien, quoi. Oui, quelques exemples de films qui sont passés par la VR1. Un film de Benjamin Loniewski qui s'appelle L'Enfant seul, qui était à Clermont il y a 2 ans. Et donc il a déposé un premier film. Il avait avant travaillé avec Keshish, il était chef électro. Et donc il avait développé toute une pensée du plateau, sur les couleurs, sur les textures, sur les cadres. Et son moodboard, c'était des images de repérage. Le film se passe dans des quartiers nord de Marseille, et donc il y était allé, il avait mis des photos. Tout ça est extrêmement précis, extrêmement personnel. Et donc là, le moodboard est intéressant. Et c'est pas juste une superposition de références pas toujours bien assimilées. Autre réalisateur, alors lui qui a son premier film a été carrément à la Berlinale il y a 2 ans, Kevin Aubert, un réalisateur franco-camerounais qui s'était installé à Dakar et qui était par ailleurs photographe et qui avait joint au dossier, c'était un film en noir et blanc, toute une réflexion sur l'image à l'aune de son travail de photographe. Et là aussi, son moodboard était très personnel et permettait de mieux comprendre le film. Donc dans ces cas-là, il y a un vrai intérêt du moodboard. Si vraiment vous patinez avec cet élément du dossier, n'en mettez pas. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire. Hein. Et oui, toujours se souvenir que chaque mot compte. Vous avez des dossiers qui sont de plus en plus restreints d'ailleurs en nombre de pages. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais donc si vous avez 20 pages ou 15 pages ou 10 pages, peu importe, soyez vraiment très concret. Il vaut mieux mettre moins et pertinent que de faire semblant de remplir des cases et de tenter de répondre à des listes de courses qui font aucun sens sur les projets, parce que les lecteurs qui sont face à vous... en fait, juste dire, c'est une évidence, mais on ne l'a pas dit quand même. On parle beaucoup de commissions, d'experts, de gens qui vont aider ou pas aider. Tous ces gens sont des professionnels du cinéma. Donc en fait, on est devant et derrière. C'est nous, en fait. C'est les mêmes des 2 côtés de la table. On change de casquette, mais ça reste les mêmes. Donc les problèmes que nous, on a à écrire un dossier, c'est quand même nous qui allons lire les autres dossiers après et dire « Ah, c'est pas terrible. » Enfin bon, ouais, c'est super. Piquer des idées, mais... Donc il faut être vraiment très sérieux sur ça. Un équilibre aussi. On a un scénario de 10 pages et présenter un dossier de 70 pages où on a vraiment l'impression, comme tu dis, de faire du remplissage. 20 pages de moodboard, une note d'intention de 6 pages où on ressasse des lieux communs et on a l'impression qu'on remplit des cases. Alors au niveau de la lumière, au niveau du montage, au niveau de la musique, au niveau de la direction d'acteurs, alors qu'il n'y a pas d'aspérité, quoi.
D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a des aides à la musique aussi, hein, pour les Tout à fait. partout un peu là, Oui. à cette table. Nous, on gère un fonds d'aide national pour la SACEM, où on octroie une douzaine d'aides de 2500 € sur des projets de court-métrage. Voilà, Premier film sans producteur. Non, uniquement avec des producteurs. C'est une aide très sélective, dont le taux de sélectivité est identique à la VR1. Donc, attention, c'est une aide qu'on présente à la veille d'un tournage, quand on a un scénario abouti, quand on a des financements, quand on a des maquettes. Voilà. Donc là aussi, il faut se préparer. L'idée, c'est quand même, on parlait de timing, pour aller vite et réaliser vite son film, eh ben, il faut prendre beaucoup de temps en amont, et une fois qu'on est prêt, ben, c'est comme une cocotte minute, et ben, allons-y, mais avant, il ne faut pas de précipitation. Oui, ou alors il faut être en autoproduction. Hein. Ouais, être complètement C'est pas libre. interdit, Ouais, hein. tout à fait. Là, au Bien moins, sûr, vous bien sûr. Non, mais c'est Et vrai. là, quand on veut monter des budgets importants, en faisant C'est appel vrai à même pas pour mal. un producteur, c'est-à-dire qu'on peut aussi nous décider d'autoproduire un film si on veut aller vite. Oui. On peut pas aller vite si on veut rentrer dans une logique de financement encadré, de partenaires. C'est logique en fait. Mais Alors, pour le coup, pour le grec, on peut aller vite. Enfin, c'est-à-dire dès lors que le l'exception film qui est... confirme la Non mais règle. voilà, non mais c'est vrai, dès que le film a été accepté, en fait, il peut être tourné, si tout est prêt, il peut être tourné en 6 mois, quoi. Ça fait partie, je pense, de l'intérêt du grec pour ceux qui veulent faire un premier film, de ne pas devoir aller chercher de l'argent auprès du CNC, auprès des régions. Après, le budget donné est pas du tout le même, mais en tout cas, il y a cette opportunité de Mais c'est pouvoir même, réaliser un film. Double intérêt, ça veut dire réaliser rapidement. dans des bonnes conditions professionnelles, enfin, dans des conditions professionnelles, encadrées vite, et avoir un premier film pour pouvoir produire le deuxième. Exactement, pour C'est pouvoir tout ensuite aller voir un l'enjeu producteur. du grec, Ouais. ouais. Et C'est pour la pris. SACEM, du coup, le grec a aussi un partenariat avec la SACEM et bénéficie de 3 bourses Les aides à la musique. par an. Ouais, aide à la musique pour les films. Donc, dans ces cas-là, il y a une note, pareil, autour de la musique qui est déposée avec le dossier. Et ensuite, il y a une commission et 3 films par an sont choisis. Il y a plusieurs régions qui ont des systèmes d'aide à la musique au court-métrage aussi, en fonction des régions où vous êtes, et le CNC aussi. Et Si tant est qu'il y ait déjà eu une aide du CNC, hein, c'est une aide complémentaire. Oui, c'est une aide complémentaire à l'aide avant réalisation ou l'aide au programme. L'aide au programme étant l'autre gros dispositif de soutien au court-métrage, avec des aides qui sont en moyenne de 2 000 € avant réalisation. Et par ailleurs, pour l'aide après réalisation, donc là, sur film fini, produit ou pas produit, mais s'il n'a pas été accompagné par une société de production, il faut justifier d'un critère parmi plusieurs qui ont été présentés ce matin, comme une sélection en festival de catégorie 1. Une partie de l'aide après réalisation est fléchée sur le compositeur de la musique originale, s'il y a musique originale. Et peut-être pour compléter, côté Adami, nous, on n'a pas d'aide spécifiquement dédiée à la musique de film, mais quand vous êtes aidé avec une bourse ou un Adami déclencheur, en fait, vous avez une partie de votre bourse qui peut permettre de payer un ou une compositrice pour la recherche de musique autour de votre projet audiovisuel. Ok. Ben, non, c'est simplement parce que certains d'entre eux Oui, doivent on doit. Moi, je dois partir à 18h. Donc si on veut parler avec le public, c'est juste pour ça. Je me permets de faire le maître du temps. Anna. Bonjour, j'aimerais savoir par rapport au scénario, parfois il y a la possibilité de faire de l'improvisation au niveau des acteurs. Et dans le cas où on veut que les réactions soient réelles, comment ça se passe sur l'écriture de ce genre de scénario-là? Ça peut se poser aussi en documentaire, hein, donc, parce qu'en documentaire, par essence, on n'est pas encore allé voir les gens, donc on a le même problème de ne pas avoir les dialogues écrits en amont. Quelqu'un veut répondre à cette question brûlante? Non, Non. Moi, j'ai eu un dossier comme ça où le scénario était très très bien écrit au niveau du scénario, avec des dialogues déjà écrits, et l'auteur disait que bon, il improviserait avec les comédiens. Bah, c'était très bien, mais il y avait quand même un scénario, quoi. Voilà, donc c'est vrai que les commissions ont besoin d'avoir de la matière, d'envoyer un scénario en disant voilà, tout sera improvisé sur de la fiction. Je parle pas du documentaire. Hein. C'est Documentaire maintenant, on écrit. Ouais, voilà, ouais. On C'est écrit. extrêmement périlleux. Hein. C'est comme aussi pour les aides à la musique, des demandes d'aide à la musique en disant on va faire des improvisations. C'est compliqué. Tout le monde n'est pas, je sais pas, Miles Davis pour ascenseur pour l'échafaud, hein. Donc pas simple.
Vas-y. On est trop poli. Nous, on a parfois accompagné des projets avec des ébauches. Il n'y avait pas de scénario et on avait en fait la trame. La trame de ce qui voulait être évoqué, de ce que l'artiste avait envie de mettre en avant. Et c'est surtout avec l'aide à d'amis déclencheurs audiovisuels qu'on peut aller sur des projets où on n'a pas de scénario. Parce que nous, ce qui nous importe avec cette aide-là, c'est d'accompagner un ou une artiste sur un projet exceptionnel dans sa carrière. Donc on va se centrer sur toute la description autour du fait de savoir pourquoi c'est un projet exceptionnel pour un ou une artiste. Et ensuite, la trame peut En fait, une trame peut être très complète. On peut vraiment raconter toute une histoire en ayant une trame. Et ça peut aider des membres de commission à se centrer et à savoir quoi faire. Alors, pour c'est aider un projet. complètement vrai, on est là, et c'est très bien que tu dis ça, mais sache quand même que tu es bien la seule sur cette terre à dire ça, puisqu'on nous impose l'écriture de scénarios en bonne et due forme. En tout cas, on nous l'impose, ou en tout cas, on s'auto-censure. C'est pas une obligation écrite noir sur blanc, mais c'est vrai que si on joue pas le jeu. Alors, le grec est peut-être une autre exception, indéniablement, parce que vous êtes sur des formes beaucoup plus libres. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un peu entre aussi. Les deux, parce qu'on a en fait besoin, en effet, d'avoir un scénario avec une trame, mais c'est aussi possible de dire le travail va être fait avec des comédiens, en effet, avec des improvisations, et ça va être écrit au fur et à mesure. Et ça arrive quand même vraiment très souvent et de plus en plus. Quand c'est un travail qui est fait justement sur des territoires particuliers, dans les films qu'on reçoit, sur des territoires particuliers où il peut y avoir des premiers dialogues écrits, mais à ce moment-là, il faut vraiment le spécifier en note à part ou dans la note d'intention, en disant qu'un travail doit être fait et prévu et choisi et souhaité avec des comédiens, ou pas des comédiens d'ailleurs, mais qui permettra ensuite d'affiner le scénario et d'avoir des textes. Enfin, vraiment, par exemple, le film Big Boys Don't Cry, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui était là au César cette année, enfin voilà, qui est un film qui a beaucoup tourné au grec, donc certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Il a travaillé comme ça avec son groupe d'acteurs, ça veut dire qu'il avait écrit un scénario précis, mais ensuite les comédiens se sont vraiment réappropriés les dialogues, et c'est ça qui sont devenus les dialogues du film, quoi. Donc oui. Mais le scénario, c'est un outil. Vous pouvez avoir un scénario aidé au CNC. Sur le film fini, vous ne retrouvez pas un dialogue, une ligne de ce qui a été soutenu. Ça permettait de caractériser les personnages. C'était des intentions de réalisation. Mais entre-temps, le comédien propose une chose. Tiens, on n'avait pas pensé à cette scène. Et heureusement, d'ailleurs, que c'est libre derrière et qu'on ne compare pas avec la version écrite. Donc là-dessus, on est même plutôt friand. Et les festivals, enfin toute la chaîne de films avec des réalisateurs qui... laisse aux acteurs qui dirigent, mais aussi il y a des réalisateurs comme Emmanuel Mar qui lâchent complètement le scénario une fois sur le tournage, et on ne retrouve pas du tout ce qu'on avait à l'écrit, voire parfois certains n'écrivent pas. Donc pour être aidé au CNC, il faut avoir écrit, mais ce qui est écrit n'est pas contractuel. Et en documentaire, ce que tu disais, c'est pareil. Donc, ce qui compte, ce sont les intentions, ce qu'on veut aller tourner, dans quel ordre, pourquoi, quel est le point de vue. Mais ensuite, ne faites pas un traitement trop exhaustif que vous ne respecterez pas. Ça va un peu dénaturer même le projet. À l'avance sur recette, c'est quand même souhaitable. Hein. Du côté du long métrage, c'est quand même souhaitable. Mais si vous voulez être aidé au FAI Doc sur un soutien à l'écriture, on n'attend pas un traitement ficelé avec scène 1, scène 2, à éviter. Hein. Au niveau du format des scénarios, moi je suis au Master de Paris 8 et on nous dirige vers une forme plutôt classique justement pour les commissions, etc. Alors je sais qu'on est certains à plutôt penser en images, en musique. Est-ce que réellement c'est une mauvaise chose d'ajouter des images sur le côté d'un scénario ou des liens musicaux, etc. Ou est-ce que c'est ouvert en commission ? Non, c'est pas du tout une mauvaise idée, mais c'est vrai que c'est bien qu'on vous forme à une forme classique, puisque c'est quand même l'outil qui va être commun quasiment à l'ensemble des interlocuteurs. Il y a des exceptions qui sont, notamment il y en a 2 à cette table, il n'y en a pas 300 en France non plus, donc c'est un miracle d'en avoir 2 ici, mais normalement la forme plus classique de scénario, c'est logique que ce soit celle qui soit enseignée, ce qui vous empêche pas d'avoir des annexes. Le seul truc, c'est ce que disait rapidement Richard tout à l'heure, de attention à la surenchère. Il ne s'agit pas de mettre 60 pages pour un scénario de 10 pages. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'équilibre, penser au lecteur, à ne pas le noyer. Mais nous, on ne se prive pas de mettre une référence musicale qui fait 100, enfin n'importe quoi, ou le mood board, si vous pensez qu'il est pertinent et qu'il nourrit réellement l'univers, quoi, je crois. Après, les références musicales, c'est quand même un petit peu dangereux si c'est des musiques d'Universal, Rihanna, des trucs qui sont inaccessibles. Ou en termes de droit, ça peut faire peur à beaucoup de producteurs. Hein.
Voilà, autant faire appel à de la création de musique originale, puisqu'il y a des aides pour ça, il y a des compositeurs qui sont là, des compositrices pour travailler avec vous. Voilà. Au sujet des dossiers de films qui sont envoyés au grec, qu'est-ce qu'on attend du niveau d'aboutissement du scénario? Est-ce qu'on peut, même si on l'envoie, se dire qu'il y aura toujours une part du scénario, du dossier qui pourra être rediscuté avec les membres du grec et retravaillé ensuite, où il faut vraiment qu'on se dise que là, c'est suffisamment clair, net et abouti pour l'envoyer? Non, vraiment, l'idée, c'est que ce soit clair, net et abouti. En tout cas, que ce soit tel que vous avez envie qu'il soit retravaillé au maximum. Et après, on peut le retravailler ensemble, forcément au vu des retours qui sont faits par la commission de sélection ou des questions qu'on peut avoir, nous, sur la mise en production ou sur la cohérence de certains passages. Mais c'est vraiment important d'aboutir le scénario le plus possible. C'est un peu ce que disait aussi Valère tout à l'heure. On ne peut pas se dire on va envoyer puis on verra bien ce que ça devient avec le grec. Il y a trop de demandes, il y a désormais trop de gens qui postulent pour pouvoir se dire ça risque de passer, même si je ne suis pas tout à fait sûre, ça c'est normal, mais si je ne suis pas tout à fait content de l'endroit où je suis arrivée avec mon scénario. L'idée, c'est quand même vraiment de le présenter une fois tel qu'il est fini pour vous, quoi. Bonjour. Après, il y a, comme je disais tout à l'heure, ces ateliers qu'on fait de formation. Là, en revanche, c'est vraiment des endroits pour que se développent les projets de scénario. Donc, si vous avez un projet dont vous n'êtes pas sûr, dont vous ne savez pas comment il peut être abouti, avancé, vous pouvez postuler à ces ateliers. On en développe 5 en France et 1 au Sénégal par an. C'est pareil, c'est un endroit où justement vous pouvez, avec des professionnels, travailler un scénario pour l'aboutir, et ensuite vous pouvez postuler au grec ou l'envoyer à des producteurs, à d'autres producteurs, mais en tout cas c'est l'endroit où peuvent se poser les questions et peuvent se travailler différentes pistes. C'est là où... Alors c'est des formations pour lesquelles il faut avoir droit aux OPCO, ce qu'on appelle aux OPCO, donc à l'AFDAS, ce qui évidemment n'est pas toujours évident, sauf un atelier qui s'appelle l'atelier mise en scène, et pour lequel il n'est pas nécessaire de faire appel aux OPCO, qui est ouvert à tous, qui est gratuit, qui est sur une semaine, qui est à partir d'une séquence d'un scénario qui est travaillé. Il y a 6 stagiaires et c'est travaillé avec un metteur en scène ou une metteuse en scène un peu connue, ou en tout cas dont le travail est reconnu. Il y a eu Thomas Salvador, par exemple, en a fait un, Aurélien Vernès, enfin voilà, des gens qui ont déjà fait plusieurs longs métrages. Et cet atelier-là, il est ouvert à tous. Il y a un numerus clausus qui est à 30. Voilà, il est ouvert en général en octobre. Bonjour, j'avais une question par rapport au grec aussi. J'ai vu que vous limitiez le nombre de pages à 15 pour les éléments qu'on fournissait. Et si on a un projet de film qui dépasse les 15 minutes, qui est plus 20-25 minutes par exemple, quel autre document on peut vous envoyer qui ne serait pas une continuité dialoguée, qui ferait a priori 1 minute par page, quoi? Ça veut dire autre chose que le scénario? Oui, c'est ça. C'est dans les critères des éléments à vous envoyer, en fait, j'ai vu que le scénario était limité à 15 pages, en fait. Oui, c'est pour éviter ce que disait tout à l'heure aussi Richard, de se retrouver avec des scénarios qui font 30, 40 pages. Voilà, après, c'est 15 pages, c'est 16, 17 pages. Voilà, mais c'est important de rester à peu près dans ces durées-là, parce que ça correspond aussi après au budget qu'on peut donner pour l'ensemble du film. Hein. Ça veut dire que si on fait les films sont beaucoup plus longs, ça va vouloir dire en post-production que c'est plus long et que ça demande plus d'argent que vous n'aurez pas dans le budget. Mais c'est possible de déposer des films qui vont jusqu'à 20-25 minutes. Non. Non, et c'est pas la peine de mettre un cohorte 3. C'est. On va prendre 2 dernières questions. Bonjour, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais quels sont les critères de sélection? Est-ce qu'ils sont subjectifs, ou est-ce que vous avez d'ailleurs peut-être des directives? Est-ce que c'est un point de vue très personnel que vous lisez, que vous ressentez? Voilà.
Alors, nos membres de commission vont analyser vraiment le côté artistique du projet avec cette fameuse grille d'appréciation dont je vous ai parlé et qui est sur notre site internet. Et en fait, dans notre grille d'appréciation, on met l'accent sur l'artiste-interprète, en quoi ce projet va lui permettre de développer sa carrière, en quoi ce projet est pertinent au moment où il demande sa carrière. Et ensuite, on a toute une liste de critères qui sont regardés. Donc oui, on a donc des critères qui nous permettent de choisir ou pas des projets. Et on est obligé de faire ça puisqu'on a une enveloppe qui est contrainte et on ne peut pas aider tous les projets. Est-ce que ça répond à votre question ou pas tant? Oui? La qualité de ce critère. Non, c'est bon. La qualité de ces critères, oui. Ah, ok. Alors pour la CAPTA, la qualité de ce critère, est-ce que c'est une question portée peut-être sur la qualité de ce critère, et est-ce que ça revient après peut-être au collectif de prendre une décision à plusieurs? Voilà, est-ce que c'est la voix vraiment de la personne qui lit ou... Ouais. Alors, en effet, nous, vu que l'ADAMI, on se dit la maison des artistes-interprètes, donc l'idée, c'est ça. Pour nous, l'idée, c'est de dire qu'on va vouloir accompagner des projets d'artistes-interprètes qui sont significatifs et qui vont du coup permettre de développer quelque chose dans la carrière, soit un premier projet, soit un projet exceptionnel, etc. Nous, on est vraiment centré sur ça. Si on devait, ensuite, on a d'autres critères qui sont liés à la représentativité. On a toute cette liste-là. Et les décisions, en fait, elles sont collectives. C'est-à-dire que chaque commission lit chacun des dossiers. Et ensuite, on se réunit et on débat, et ce sont les membres de commission qui débattent de chacun des projets. Et vraiment, c'est l'idée de convaincre les uns et les autres d'aider ce projet-là. Donc vraiment, c'est une décision qui est collégiale. Et ensuite, collégiale dans le fait de réfléchir à un projet. Et ensuite, les votes sont secrets. C'est-à-dire que chaque membre de la commission, qui aura essayé de convaincre ses autres membres de commission, va voter de manière individuelle. Oui, c'est un peu la même chose au grec. Au grec, c'est des commissions chaque fois de 5 personnes et on essaye de les équilibrer avec à la fois des hommes, des femmes, des producteurs, des techniciens, des réalisateurs, des responsables, directeurs ou directrices de festivals, enfin qui est comme ça une représentation très différente. Il y a ensuite évidemment un débat entre les 5 personnes à la fin de la commission avec un certain nombre de films. Ce qui peut les départager, comme je disais tout à l'heure, c'est s'il y a en plus un lien vidéo, enfin des images qui peuvent permettre de départager. Après, il y a une chose qu'on essaye de faire régulièrement, c'est de dire, dès lors qu'il y a vraiment un coup de cœur très fort d'un membre de la commission et qu'il le défend auprès des autres et qui peut du coup convaincre les autres du fait de son enthousiasme très fort pour ce projet, à ce moment-là, on l'admet. S'il n'y a pas de projet, évidemment, qui fait contrepoids. Parce que c'est important de se dire, c'est des premiers films, donc c'est un endroit de risque pour celui qui va faire le film et pour la commission qui va décider de l'aider, donc pour l'argent qu'on va donner. Donc c'est important de pouvoir se permettre ça et de ne pas accueillir uniquement des projets qui soient finalement une espèce de consensus mou, comme on dit régulièrement. On essaye d'éviter ça autant que possible. Alors, il y a des projets qui l'emportent parce que tout le monde est pour. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'après ce soit un film qui convainc tout le monde, mais en tout cas dans un premier temps, oui. En revanche, quelquefois, il y a des hésitations et il peut y avoir un projet parce qu'il est très fort, très singulier et que donc il emporte l'adhésion d'une personne de manière très importante. Oui, rappeler que le CNC, les commissions du CNC n'ont aucune ligne éditoriale, que on choisira jamais un film en fonction de son sujet, mais de la façon de traiter le sujet, de la forme, du regard, du point de vue. Sur le scénario, on n'attend pas un scénario parfait. Ce qu'on veut, c'est une forme de cohérence entre ce scénario et les notes d'intention. Est-ce qu'il n'y a pas trop de difficultés à identifier les personnages, les enjeux, si on est sur un film de genre ou de la science-fiction, quel est le protocole qui est proposé, si c'est une comédie, est-ce qu'il y a une réflexion sur la dramaturgie et la mise en scène et l'accompagnement des comédiens, tous ces éléments-là. Mais un commissaire ne commencera jamais à parler d'un projet en disant j'aime ou j'aime pas ce sujet. On essaye de tendre vers l'objectivité, même si évidemment on est face à 3, 4, 5, 7 subjectivités, mais qui sont des professionnels. Des producteurs, des réalisateurs, des programmateurs, des consultants, parfois des comédiens. Et c'est de ça que naît une décision qui est toujours collégiale. Et comme Anne et comme beaucoup de commissions, on essaye d'éviter le consensus mou, c'est-à-dire qu'on préférera un projet clivant que certains ont adoré, que les autres ont vraiment pas du tout aimé, plutôt qu'un truc où on se retrouve à la fin d'une commission avec un oui un peu tiède sur les projets.
Ce qu'il faut, c'est de la prise de risque, de l'audace et un peu un renouvellement des formes aussi. Le sujet, ça passe après. On va terminer avec une dernière question. Bonjour. J'aurais bien aimé avoir l'avis du reste de la table. On a déjà eu celui du grec sur l'ambition du premier film, notamment en termes de durée. Est-ce que si on a un projet qui peut atteindre les 40-45 minutes, est-ce que ça vaut le coup de demander vos aides quand même, ou est-ce qu'on le garde au chaud pour un deuxième film ? Alors c'est ce qu'on appelle le moyen métrage, qui n'a pas d'existence juridique, mais c'est tous les films entre 30 et 60 minutes qui sont dans les faits des courts métrages, ce qui peut parfois un peu freiner la production de moyen métrage, c'est que certains festivals ne prennent pas de films au-dessus de 40 minutes, ça dépend vraiment des festivals. Les chaînes, elles ont du mal, enfin il y a quelques cas sur Arte notamment, mais plutôt des durées courtes, en deçà de 15-20 minutes. En revanche, il y a des festivals spécialisés dans le moyen-métrage. Il y a de plus en plus de festivals généralistes qui ont des compétitions moyen-métrage ou qui mettent du moyen-métrage dans la compétition générale. Et au CNC, on finance beaucoup de films au-dessus des 30 minutes. C'est juste parfois plus difficile ensuite en diffusion pour ces films-là, parce que les télévisions sont soumises à des grilles, à des cases, et que les festivals sont soumis aussi à des jauges, à des durées pour compléter un programme. Mais on soutient activement le moyen-métrage côté CNC. Oui, bien sûr. Et c'est pareil pour le grec, avec juste cette réserve que je disais tout à l'heure aussi de coût de production. Donc ça dépend vraiment. Si c'est un documentaire, le coût peut être moindre même qu'un film de fiction de 20 minutes. Donc même si c'est un 40 ou 45 minutes documentaire, ça dépend vraiment du projet, quoi. Mais sinon, voilà. Il y a toutes ces questions de diffusion dont vient de parler Valère, mais aussi la question quand même du coût de production. On va donc s'arrêter là. Merci beaucoup Valère, Anne, Ornella et Richard d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment Gaëlle pour cette modération menée de main de maître. Et un merci tout spécial à Lina, notre partenaire, et la classe Alpha qui a permis la captation.